La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, les préparatifs de la présidentielle 2020, février prochain, le 22. Et qu'est-ce qui est déjà fait? L'agenda à venir, on fait le point en début de journal avec la CELI tout à l'heure. Dans la perspective de la présidentielle à venir, la CNDH met un point d'honneur aux libertés publiques. Qu'entendons-nous par liberté publique? Son exercice en période électorale. Explication à suivre et ce sera le dossier de cette édition. Et puis, en deuxième partie ce soir, vous suivrez l'entretien Anita Tigakou. Jean-Yves Olivier, il est le président de la Fondation Brazzaville. Entretien sur les médicaments falsifiés. Le sommet, c'est après-demain à Lomé. Restez avec nous. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. La présidentielle du 22 février prochain, donc, où en est-on dans les préparatifs? Eh bien, la CELI fait le point avec les présidents des CELI, rencontre ce mardi à Kwalimé. Qu'est-ce qui reste concrètement à faire pour être tout à fait prêt pour l'échéance? On voit ça avec Ferdinand Tassoua. La Commission électorale nationale indépendante CENI évalue le chemin parcouru dans l'organisation de la présidentielle prochaine. Ici, les membres scrutent point par point les activités jusqu'ici menées, puis la suite du chronogramme. Les travaux sont également consacrés à l'analyse des rapports présentés par les différentes commissions électorales locales indépendantes CELI. C'est pour mieux s'armer afin d'assurer une élection démocratique au Togo. La plupart des présidents de CELI sont sur le terrain depuis fort longtemps. Et nous autres, à part quelques-uns dans nos rangs, étaient à leur première mission au sein d'une commission électorale nationale indépendante. Comment pouvions-nous travailler à la CENI si nous n'avons pas tous les renseignements de nos hommes de terrain que j'appelle nos ambassadeurs? Nous voulons être en phase. Il faut qu'ils puissent rentrer dans le processus. Donc nous allons mettre en état le fichier parce que après la liste provisoire, il y a eu la période de contentieux. Nous avons permis que la population, à tous les électeurs éventuels, d'aller voir cette liste, de faire des remarques. Après cette période de plainte, et donc une nouvelle liste sera bientôt mise à la connaissance des électeurs. Et je saisis cette occasion pour dire que tous les électeurs, tous ceux qui sont âgés de 18 ans, qui remplissent les conditions, doivent aller voir. Formation des membres des CELI, des CLC, comités listes et cartes, des OPS, opérateurs de saisie, révision du fichier électoral et enregistrement de candidatures. Des activités menées par l'institution chargée de superviser les élections au Togo depuis la convocation du corps électoral le 5 décembre dernier. Le vice-président de la CENI, Jean-Claude Homao, appelle donc tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, à œuvrer pour un aboutissement heureux du processus électoral. La balise. Liberté publique, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, les droits humains. Nous vous en parlerons hier déjà avec le début d'une campagne de sensibilisation initiée par la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, suite de l'opération ce mardi, notamment dans Golfe 3 et 4, Zanguera et Anero. Que dit concrètement la CNDH sur l'exercice de ces libertés publiques en période électorale? Le compte rendu sur l'âge amendé, Marie-Ange Bidard. Deux principaux objectifs motivent cette rencontre entre la Commission nationale des droits de l'homme CNDH et les acteurs impliqués dans le processus électoral au Togo. Il s'agit d'abord de les rencontrer et d'échanger avec eux pour garantir le libre exercice des libertés publiques en période électorale. Ensuite, amener chaque acteur à jouer pleinement son rôle dans le respect des dispositions du Code électoral pour des élections libres, apaisées et démocratiques. Le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme
c'est d'éduquer la population sur les règles juridiques que le Togo a signées, que le Togo s'est donné. Et donc, à travers cette campagne de sensibilisation, nous voudrions rappeler à tout un chacun, à tous les acteurs, les tests, en l'occurrence le code électoral, la constitution et la loi sur les manifestations publiques. Nous voudrions rappeler les grandes lignes de ces différents tests qui vont régir tout le processus électoral de la campagne au scrutin jusqu'à la proclamation des résultats. Parce que nous disons que si chacun respecte scrupuleusement ce que la loi dit par rapport à ces différentes étapes, il ne devrait pas avoir de soucis. La présente rencontre de sensibilisation se déroule du 12 au 19 janvier 2020 dans différentes préfectures du Togo. La CNDH veut ainsi participer à sa manière à l'instauration d'un climat dénué de violence avant, pendant et après les échéances de la présidentielle de février 2020. Arrêt, un moment sur le concept même de liberté publique. Qu'entendons-nous précisément par liberté publique? En quoi consiste son exercice, surtout en période électorale, pour que la CNDH y mette un point d'honneur? Des questions ce soir, les explications, Marie-Ange Bida. Tout État dans son fonctionnement est régi par des lois. Ce cadre législatif instauré garantit aux citoyens des libertés individuelles et collectives. L'ensemble de ces libertés forment les libertés publiques. Des libertés qui traduisent dans le droit positif les droits de l'homme et les droits fondamentaux. Les libertés publiques sont multiples. On part de la liberté d'expression à la liberté de manifestation en passant par la liberté d'opinion. Quand nous parlons de la liberté d'opinion, pendant la campagne électorale, beaucoup d'acteurs vont descendre sur le terrain pour vanter leur programme, leur projet de société. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le projet de société d'un candidat, vous devez discuter et peut-être le convaincre sur votre position. C'est un débat d'idées. Ce n'est pas par la violence que nous allons régler les questions électorales. Et la liberté de manifestation également. Cette liberté, elle est encadrée par la loi. Chacun n'a qu'à respecter les tests qui sont prévus dans ce contexte. Quand on vous demande d'adresser une déclaration de cette manifestation à l'autorité, même si l'autorité qui incarne cette mairie ou bien cette préfecture n'est pas de votre parti, vous devrez respecter l'autorité qui l'incarne et respecter la loi en envoyant par écrit, par toutes les dispositions que la loi a prévues, en envoyant par écrit votre déclaration de manifestation et dans les délais requis. L'exercice ou la jouissance de ces libertés publiques est mise à mal pendant les périodes électorales selon les constats. Et pour cause, chacun y va de sa sensibilité et de sa passion. Dans ce cas de figure, le cadre juridique est là pour remettre les pendules à l'heure et harmoniser les différentes interprétations. La loi même a prévu des limites par rapport à l'exercice des libertés publiques. Par exemple, pour les différents acteurs, les partis politiques, la loi a dit, par exemple, a donné le pouvoir aux maires et aux préfets. Lorsque, par exemple, il y a menace à l'intégrité de notre territoire, lorsqu'il y a une probabilité de trouble, la loi donne la possibilité aux maires ou aux préfets soit de reporter cette manifestation, soit de l'interdire. Et donc, cette interdiction ne doit pas être interprétée comme un refus délibéré de l'autorité, mais elle doit être prise dans le contexte qu'il faut pour que chacun puisse respecter la loi. De même, nous sommes dans un système déclaratif. Les maires et les préfets également doivent savoir que ce n'est pas une permission qui leur est demandée d'accorder ou bien de refuser une manifestation. C'est une déclaration. Pour qu'ils puissent refuser une manifestation, ils doivent motiver leur décision. Motiver leur décision par rapport aux tests qui régissent l'exercice des libertés publiques. Un état de droit où chaque individu est respectueux des lois établies est profitable à tous. Cela y va de la responsabilité de chacun dans l'exercice de ses libertés publiques de veiller à ne pas empiéter sur celles d'autrui.
Et à l'approche de la présidentielle, eh bien, des voix s'élèvent, un appel à la non-violence, message essentiel d'un grand meeting UNIR dimanche dernier dans la commune Golfe 7 à Plaou, Sagbado. Le récit de Ramdan Bassina. Les forces vives de la commune Golfe 7 à Flao-Sagbado disent non aux violences avant, pendant et après la présidentielle du 22 février prochain. Cette rencontre vient édifier toutes les couches socio-professionnelles de cette commune sur la nécessité de préserver ce climat de paix et de sécurité. Les fils et filles de la commune Golfe 7 se sont réunis pour partager un message de la non-violence et la cohésion sociale, l'unité. Ce n'est que le début. Et le travail à poursuivre, c'est de descendre vers les hameaux, les coins les plus reculés de la commune. Partager ensemble le message de paix. Bannir la violence sous toutes ses formes, cultiver l'union, l'acceptation de l'autre et le vivre ensemble, telles sont les recommandations des acteurs politiques. Le mouvement des femmes UNIR adhère à cette démarche. Sans la paix, notre pays ne peut pas avancer. Vous savez, nous les femmes, notamment dans le mouvement des femmes UNIR, c'est un message permanent que nous adressons à nos filles, à nos fils et à toute la population. Nous sommes là pour ça, pour propager ce message de paix. La femme est vectrice de paix. Les responsables communaux entendent poursuivre la sensibilisation dans les 26 villages que compte la commune Golfe 7 à Flao-Sagbado pour amener la population à s'approprier des valeurs qui mettent en relief le patriotisme et l'esprit civique. Message à l'offensif des cadres UNIR à l'endroit des militants. Il faut tout faire pour la réussite du processus électoral, surtout pour la victoire de notre candidat. Message en substance des cadres. En clair, UNIR sonne la mobilisation. Sylvain Aboudjou. Les cadres du parti UNIR, Union pour la République de Wawa à Kébou, au contact des militants et militantes, une rencontre pour mieux s'organiser à la base en vue d'une élection paisible le 22 février prochain. Au premier rang, le ministre Egbetonio, fils des peuples Akoso à Kébou, de Doumé en passant par Badou dans le Wawa, les cadres ont eu d'abord à présenter aux militants l'acceptation du chef de l'État de porter les couleurs du parti à la présidentielle du 22 février. Ceci dans la perspective d'appeler ensuite chacun à œuvrer et à resserrer les liens pour la préservation de la paix en vue d'une élection présidentielle réussie. Nous sommes venus, nous avons profité de l'occasion pour situer les responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui, nous en tant que militants, par rapport à cette acceptation que le chef de l'État, président du parti, a fait de notre doléance. Nous sommes venus dire à nos parents sur le terrain, nos parents, nos militants, ceux-là même qui ont exigé par tous les moyens que le président du parti soit leur propre porte-flambeau à cette élection. Nous sommes venus leur dire quelle est désormais notre mission, notre devoir pour porter effectivement le chef de l'État à nouveau dans cette mission républicaine à l'issue d'une élection uniquement au premier tour. Il s'agit donc pour les cadres de revoir ensemble avec les militants à la base les stratégies et éléments qu'il faut pour renforcer la capacité des structures pour davantage mobiliser les militants pour une victoire écrasante du parti au soir du 22 février. Le ministre a salué ce dynamisme et a appelé chacun à soutenir le chef de l'État pour sa politique de paix et de développement. Autre sujet évoqué ce soir, la vision post-2020 de la CEDEAO, un catalogue de politiques, programmes et projets de développement. Un inventaire a lieu ce mardi à Nero. Ce sont des consultations nationales que donne donc l'évaluation. Voici les précisions avec Augustin Kossi. Un développement socio-économique inclusif dans un environnement stable et sécurisé. Un des piliers de la vision 2020 de la CEDEAO. Élaborée il y a environ 13 ans, elle a permis à l'espace communautaire de réaliser des progrès, mais des défis restent à relever. La valeur globale des échanges intercommunautaires décroît, passant de 24 milliards de dollars US à 18 milliards de dollars US entre 2014 et 2018. Le niveau des échanges commerciaux a atteint 10% en 2018 contre 11,1% en 2017. Le PIB par contre
progresse et se situe à 3,3% en 2019 contre 3% en 2018. Dans le domaine de l'union douanière, un système interconnecté de gestion des marchandises en transit a été instauré, ce qui permet aux administrations des douanes d'échanger des informations entre elles. Sur le plan social et du développement humain, la commission de la CEDEAO intervient notamment dans le domaine de l'éducation, la gestion des conflits et soutien aux victimes des violences et autres catastrophes. L'année 2020 marque la fin de cet agenda et du cadre stratégique 2016-2020 de la CEDEAO. Une nouvelle feuille de route est en élaboration. On parle de la vision post-2020. Approuvée par le Conseil des ministres de l'institution régionale, elle prévoit entre autres activités des consultations nationales des parties prenantes. Ici, les acteurs togolais impliqués dans le processus se concertent. Ils évaluent les réalisations de la vision 2020 et examinent les nouveaux défis de développement. Cet examen prend en compte les aspirations des populations à long terme pour les 50 prochaines années. Le but est de passer de la CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Pour le Togo, cette démarche concorde bien avec le plan national de développement PND, le désormais référentiel en matière de développement 2018-2022 au Togo. Il est attendu de ces consultations des recommandations devant contribuer à la mise en place du plan directeur de la vision post-2020 de la CEDEAO. Et à l'habitat, fin de la formation, 2 jours d'évaluation des risques environnementaux et sociaux. Que retient-on justement de ces discussions? Ramdan Bassilan pour les précisions. De cette rencontre sur le risque environnemental et social des prêts à l'habitat sortent plusieurs recommandations. Mieux évaluer le risque environnemental conformément aux directives de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, la production de portefeuilles de prêts à l'habitat visant la réduction des risques environnementaux et sociaux. Ce sont là quelques recommandations issues de ces assises. Il ne faut pas qu'au bout du compte de l'investissement, que les aspects environnementaux et sociaux puissent poser des problèmes. Ça peut mettre à risque nos investissements. Donc nous avons beaucoup échangé sur ces aspects pour que dans les futurs prêts que nous allons accorder, hypothécaires et immobiliers que nous allons accorder à nos membres, qu'on puisse intégrer ces aspects dans le montage, dans l'étude des dossiers. Une fois que nous allons rentrer dans nos pays respectifs, dans nos institutions respectives, nous allons mettre en application tout ce qu'on avait appris au cours de cette formation. La réédition régulière de cette session est fortement souhaitée par les participants dans le but de faire un suivi régulier pour la mise en œuvre des différentes recommandations. Concrètement pour le Togo et pour la sous-région ouest africaine, ce qui sera déterminant, c'est que désormais, les risques environnementaux et sociaux vont être beaucoup plus pris en compte. On ne pourra plus faire l'impasse sur ces risques environnementaux et sociaux quand on va mener des projets immobiliers, quels qu'ils soient, que ce soit de façon individuelle ou avec les promoteurs immobiliers. Et les récentes nouvelles nous prouvent que ces risques environnementaux et sociaux doivent être pris en compte. Nous avons entendu vos préoccupations. Nous avons entendu vos recommandations, nous les prendrons en compte dans le cheminement qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui et nous sommes à votre disposition. Vivement que les différentes résolutions soient mises en œuvre dans les différents pays de l'espace UEMOA, ce qui permettrait selon les acteurs de veiller à ce qu'aucun emprunt ne soit source d'inquiétude pour les demandeurs de prêts. Également dans l'actualité, ce soir, cette séance de formation pour agents commerciaux et comptables de l'hôtel de 2 février, le module, la maîtrise du Cisco WADA révisé. C'est un système comptable. Alors à quoi cela va servir? Les précisions dans ce reportage de Antoinette Omovovo. Au cours de ces dernières années, les entreprises ont pris conscience du changement imposé par la révolution numérique. Le marketing transactionnel laisse place au marketing relationnel en mettant le client au centre de toute action. L'hôtel 2 février, dans cette dynamique, forme ses agents commerciaux et comptables sur la maîtrise des techniques de vente et des nouvelles réformes de Cisco WADA. Il est plus que jamais nécessaire de soutenir les forces de vente en leur donnant les moyens d'optimiser la satisfaction client. C'est vrai, les clients sont là, mais si les commerciaux n'ont pas des approches techniques vis-à-vis d'eux,
ils iront, mais les clients ne viendront pas. Donc, c'est pour les mettre un peu à niveau sur les techniques de négociation pour qu'ils puissent ramener plus de clients à leur entreprise. Concernant la nouvelle réforme, il y a certains comptes qui ont été supprimés dans les SCODA révisés. Donc, il va falloir qu'on mette à jour les comptables. Il y a les modes d'enrichissement de certaines opérations qui ont été supprimés. Donc, il va falloir qu'ils sachent aussi comment s'en prendre. Et vis-à-vis fiscal, puisque si on ne se met pas en règle avec les nouvelles normes, la comptabilité aura tous les problèmes avec l'administration fiscale. Il serait question désormais pour ces agents formés d'entretenir une bonne relation avec le client afin d'installer une fidélité dans la durée et aussi augmenter le chiffre d'affaires pour redorer l'image de l'hôtel de février. Il est 20h21. La deuxième partie, je vous l'annonce en titre de cette édition, et ce sera tout à l'heure avec Anita Tigakou et la suite des entretiens en rapport avec le sommet de Lomé sur les médicaments falsifiés ce jeudi et vendredi. Entretien à suivre ce soir donc avec Jean-Yves Olivier. Il est le président de la Fondation Brazzaville. Entretien dans un instant. Et merci de nous suivre encore et de partout et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée. Bonsoir. À 3 jours de l'ouverture du lancement de l'initiative de Lomé contre les maladies et les médicaments falsifiés, nous recevons sur le plateau spécial ce soir Monsieur Jean-Yves Olivier. Il est le président fondateur de la Fondation Brazzaville impliquée dans cette lutte contre les médicaments falsifiés justement. Monsieur Olivier, bonsoir. Bonsoir. Et avant donc de découvrir votre organisation et sa mission dans ce combat contre les médicaments falsifiés, parlons justement de ce qui retiendra les attentions du 17 au 18 janvier prochain à l'hôtel du 2 février. Je veux parler des médicaments falsifiés justement. Quels sont-ils et quel est leur impact sur la santé humaine? Luc Assis nous le fait découvrir dans le dossier qui suit. Environ 700 000 personnes, dont 120 000 enfants de moins de 5 ans, perdent la vie chaque année dans le monde. Cause, l'utilisation des médicaments sans principe actif ou sans bon dosage, encore appelés médicaments falsifiés de basse qualité. C'est un fléau qui ne cesse de s'accroître. En Afrique, la situation est très alarmante. Pour impliquer les populations dans la lutte contre ce phénomène, encore faut-il qu'elles maîtrisent ce qu'on appelle médicaments falsifiés de basse qualité. Dans le domaine du médicament, tout commence par l'enregistrement et le visa du produit pour qu'il rentre dans le pays. Aujourd'hui, on se rend compte que ces falsifiés peuvent être des médicaments enregistrés, mais dont la qualité n'est pas garantie du fait que le fabricant n'a pas les compétences requises, n'a pas les moyens adéquats pour assurer cette qualité, ou carrément qu'il s'est lancé dans un acte frauduleux parce qu'il a fait recours à des ingrédients peut-être moins chers pour pouvoir fabriquer ce médicament. Vous voyez que le médicament soit falsifié ou qu'il soit de qualité inférieure, finalement, sur le patient, il fait les mêmes dégâts. Le médicament de rue, quant à lui, c'est en fait, là ça fait appel au trafic illicite. C'est tous les circuits qui sont parallèles au circuit officiel qui est contrôlé, qui est réglementé et qui est une chaîne de responsabilité entre des professionnels qui doivent garantir cette qualité-là. Donc le médicament de rue, c'est le circuit parallèle, et le circuit illicite, puisque les médicaments ne devraient pas se trouver en dehors de ce circuit qui est un circuit de responsabilité. Donc, dans ce marché illicite ou ce marché de rue, on va retrouver forcément tous ces médicaments qui sont de mauvaise qualité, notamment les falsifiés, notamment tous ces médicaments qui ne sont pas enregistrés, qui rentrent par les contrebandes. Vu ainsi, le phénomène représente un danger mortel. Son impact sanitaire est déplorable. Ces produits falsifiés de basse qualité représentent un problème de santé publique qui mérite l'attention de tous pour les combattre.
nous sommes tous les jours témoins en tant que professionnels du médicament des échecs thérapeutiques. Et même la population peut faire ces constats. Des enfants qui sont amenés à l'hôpital, le diagnostic bien mené, bien fait, on sait de quoi il s'agit. Quand on met l'antibiotique, par exemple, la fièvre ne baisse pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la circulation de ces faux médicaments qui sont à des doses inadéquates et aussi qui sont consommés sans le contrôle du professionnel du corps médical, parce que, vous savez, une des conséquences de la circulation de ces médicaments hors circuit, c'est que tout le monde y a accès et les prennent sans l'avis du corps médical. Et tout ça, rassemblé, va causer des problèmes d'inefficacité des médicaments qui peuvent derrière, quand il s'agit d'anti-infectieux, causer des résistances qui font qu'on ne se guérit plus, que les pathologies s'aggravent et qui peuvent aller jusqu'à la mort. Problème d'insuffisance rénale et d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance hépatique également, dû à la consommation de ces mixtures dont la composition est très complexe pour les organes vitaux qui sont le rein et le foie. Et en dermatologie, on parle également d'atteinte de la peau parce que les gens vont utiliser des médicaments qui sont surdosés, qui ne sont pas aux normes, qui contiennent des impuretés qui peuvent causer des réactions allergiques qui peuvent aller jusqu'à la mort parce qu'une allergie peut causer un choc, mais aussi des problèmes carrément de destruction de la peau, comme on le voit chez nos sœurs qui utilisent des produits de la rue pour se dépigmenter par exemple. Déjà en 2010, le chiffre d'affaires de ce trafic aurait atteint 75 milliards de dollars, un manque à gagner des économies des pays. Et cette somme sert en partie aussi à financer la criminalité internationale, notamment le terrorisme qui fait de nombreuses victimes en Afrique. La rencontre de Lomé aura donc le mérite de concrétiser l'engagement des chefs d'État de 6 pays d'Afrique, dont le chef de l'État Faure Gnassingbé, en faveur de la lutte contre ce trafic qui n'a pas fini de détruire des vies. Du 17 au 18 janvier prochain, ils vont plancher sur le sujet afin de garantir un accès aux médicaments de qualité sûre et efficace aux populations. Et la Fondation Brazzaville est donc engagée dans la lutte contre ces médicaments falsifiés. Et nous sommes sur ce plateau spécial donc avec le président fondateur de la Fondation Brazzaville, Monsieur Olivier. Monsieur Olivier, dites-nous, parlez-nous un peu de la genèse de cette fondation-là. La genèse est simple. Toute ma vie, j'ai eu à intervenir pour l'Afrique, ou en faveur de l'Afrique, dans la résolution de conflits entre parenthèses, entre autres. Et on a appelé la Fondation Brazzaville parce que Brazzaville a été le protocole qui a permis la fin de l'apartheid et une reprise en main de la crise sud-africaine et le problème de l'apartheid par l'Afrique. C'est donc une fondation qui est orientée sur des initiatives africaines, c'est-à-dire nous encourageons les Africains à prendre leurs grands problèmes entre leurs mains et ne pas simplement attendre et dépendre du Nord. Voilà les objectifs. D'accord. Alors maintenant, aujourd'hui, il est question de la lutte contre les maladies et les médicaments falsifiés. Mais dites-nous, quelles sont les activités phares que la Fondation Brazzaville a déjà eu à mener jusqu'à aujourd'hui? Écoutez, il y a eu d'abord, je pense, indirectement, puisque j'étais au centre, la fin de l'apartheid. On me reconnaît un rôle important dans cette lutte contre l'apartheid. Mais dès que la Fondation Brazzaville s'est installée, il y a 3 ans maintenant, 4 ans, elle a créé le Fonds Bleu. Elle a fait la promotion du Fonds Bleu, qui est un fonds d'investissement pour la protection des rives du bassin du Congo et de ses populations. Et nous avons eu la chance et la joie de voir 14 pays y adhérer, et 14 pays africains, seulement africains. Ce fonds est maintenant lancé, il a le soutien de l'ONU et nous allons, j'espère, voir ses premiers résultats dans les mois qui vont arriver. Donc c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps, convaincre 14 pays de signer un accord supranational
pour la défense des populations de toute la région. Nous sommes également bien entendu lancés sur le problème des faux médicaments, que nous avons annoncé notre intention de lutter contre ces faux médicaments lors du 25e anniversaire des accords de Brazzaville, ces accords qui ont permis la fin de l'apartheid. Et voilà, maintenant nous sommes en plein et nous venons de réussir notre première étape, parce que ça n'est qu'une première étape, qui va être le sommet de Lomé. Alors pourquoi justement vous avez choisi cette lutte-là? Comment est venue l'idée de vous engager dans ce combat contre le trafic des médicaments falsifiés? D'une façon un peu facile, je vais vous dire que j'aime l'Afrique et que j'ai vu ce fléau avoir lieu sans que l'opinion publique et les populations concernées soient au courant. C'est quand même 900 000 morts en Afrique par an, dont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que par an, il y a plus de 120 000 enfants de moins de 5 ans par an qui meurent par le fait d'administration de faux antipaludéens. Comment faire? Alors, les élites, les scientifiques sont au courant depuis très longtemps de ce drame qui mange l'Afrique. Mais personne ne sait très bien comment s'y attaquer. Et la Fondation Brazzaville voudrait être la première à initier, et c'est pour ça qu'on appelle l'initiative de Lomé, à initier des actions concrètes pour lutter contre les faux médicaments. C'est ce qui va se passer à Lomé à partir du 17. Alors, que représente justement Lomé, l'étape de Lomé dans cette lutte-là contre ces médicaments? Alors écoutez, nous avons choisi Lomé parce que Lomé est quelque part un pays qui est encore protégé du problème du terrorisme qui grève et qui attaque toute la région. Nous avons fait des études très sérieuses sur l'influence directe du trafic des faux médicaments sur le terrorisme. Le terrorisme est en grande partie financé par les faux médicaments, comme il l'avait été par le trafic des cigarettes ou de la drogue ou des êtres humains. Lomé est quelque part au centre de ce monde qui est en danger actuellement. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons choisi Lomé. Et je remercie le président vraiment sincèrement d'avoir accueilli ce premier sommet qui va être, j'espère, suivi d'autres. Alors, quels sont les engagements qui sont attendus de cette rencontre de Lomé? Alors, Lomé, ça n'est pas un sommet. C'est une cérémonie de signature qui va engager les signataires à agir. C'est toute la différence. Alors, sur quoi les présidents présents vont s'engager à agir? Ils vont s'engager à agir d'abord en criminalisant ce trafic, car dans de nombreux pays, ce n'est pas punissable, ou punissable par des amendes. C'est une contrefaçon, donc c'est les règles applicables aux contrefaçons qui s'appliquent, c'est-à-dire des amendes douanières ou autres. Donc on va essayer d'unifier toutes les législations, d'abord de nos 5 pays qui sont signataires, ils sont d'accord, et permettre aussi des échanges transfrontaliers d'informations et de poursuites. Ceux qui vont toucher aux faux médicaments, vont accepter le risque d'une criminalisation et d'une pénalisation très grave. Nous espérons que les lois seront très dures parce qu'ils tuent. Et comme vous le savez, malheureusement, ce trafic est directement lié à la corruption qui corrompt depuis le début jusqu'à très haut. Et il faut que tout le monde comprenne que cette corruption qui permet à ces produits de rentrer dans le pays et à tuer doit cesser. Et ceux qui participent
doivent être pénalisés. C'est le premier point. Le deuxième point, ça va être une coordination entre les États. Ils vont signer un accord de coordination entre les États pour passer aux étapes suivantes. Et d'ailleurs, le sommet de Lomé va encourager d'autres États de venir s'associer et de signer ce protocole. Maintenant, Monsieur Olivier, avec les chiffres que vous avez vous-même évoqués, 900 morts par an, 900 000 morts par an sur le continent, on a parlé également de 200 milliards comme valeur du marché illégal de ces médicaments falsifiés. Est-ce que cette lutte, vous êtes sûr d'y arriver, de la réussir? Vous savez, souvent dans la vie, la chose la plus importante, c'est de commencer à faire quelque chose. Nous voulons passer de la partie passive, qui était de constater, des conférences sur les faux médicaments, il y en a dans le monde entier, l'ONU s'y intéresse, l'OMS s'y intéresse, beaucoup d'organisations s'y intéressent, mais ils ne sont là que pour donner des chiffres, des statistiques, ils n'agissent pas. Donc nous avons voulu créer ce sentiment qu'il fallait agir, et nous avons donc initié cette initiative de Lomé pour que l'action prenne le dessus sur simplement la constatation. Ça va être suivi d'autres choses. Ça va encourager d'autres à venir se joindre à nous. Et nous allons envisageons déjà un deuxième sommet, avec beaucoup plus de présidents africains et d'États africains, pour passer à une stade supérieure. Et bien sûr, je serai mort quand le problème des faux médicaments sera résolu. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. 200 milliards de dollars, il y a trop d'intérêt et nous allons avoir... Mais il faut commencer quelque chose quelque part et nous allons commencer à lutter contre ça. Et on a compris que la mission de la Fondation Brazzaville, c'est de permettre aux Africains de prendre leur destin en main. Alors, qu'attend justement la Fondation Brazzaville des populations africaines pour parvenir peut-être à la réussite de cette mission-là? Il faut que les populations participent. N'oublions pas que dans la tradition africaine, c'est la mère qui a la responsabilité de la santé de l'enfant. C'est elle qui va économiser un peu d'argent et ramasser un peu d'argent pour aller acheter le médicament qui va soi-disant soigner son enfant. Mais c'est elle qui va tuer son enfant. C'est un drame que nous ne pouvons pas accepter. Donc il y a aussi une volonté, une nécessité d'éducation des populations sur les risques que représentent les faux médicaments. Ça ne peut être fait que par les populations elles-mêmes. C'est elles-mêmes, c'est ces populations qui vont, c'est aux chefs de village, c'est aux maires, aux mamans, aux professeurs de dire à la population, regardez, attention, voilà ce qui va arriver si vous prenez des faux médicaments. Ça, c'est la première phase. Mais surtout, à la jeunesse africaine, nous allons lancer un grand défi. Je vais vous faire une petite confidence. Samedi, en clôture de la signature du protocole qui va être signé, je serai celui qui va conclure auprès des chefs d'État et je vais annoncer un concours. Un concours qui va être ouvert à toute la jeunesse africaine. Qu'on vienne nous donner des idées, qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Nous allons créer un comité d'analyse par des grandes sommités et nous allons sélectionner 10, 15, 20 jeunes qui nous auront dit il faut faire ça et nous allons présenter leurs propositions au grand sommet qui va avoir lieu, nous l'espérons, au mois de juillet. La ville n'a pas été encore décidée, ça va être décidé vendredi soir. Donc, vous voyez, il faut que la jeunesse aussi nous aide et nous donne des impulsions et nous permette de lutter contre ce fléau. Merci beaucoup, Monsieur Olivier, d'être passé sur ce plateau spécial. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ainsi se referme cet entretien spécial initiative de Lomé. Nous vous donnons rendez-vous pour demain avec d'autres experts qui sont impliqués également dans l'organisation de cette rencontre, de ce sommet de Lomé. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir.